Salut à tous, c'est KevinVD et cela faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté un animé et encore une fois nous allons nous pencher sur le dernier en date que j'ai visionné, c'est-à-dire pour cette fois-ci Shingeki no Bahamut. Animé adapté d'un jeu de cartes mobile, la première saison Shingeki no Bahamut Genesis, sortie en 2014 et adaptée par le fameux studio MAPPA qui était beaucoup moins populaire à l'époque. Et pour une durée donc de 12 épisodes, cet animé raconte l'histoire de Bahamut, un dragon qui sévit il y a 2000 ans sur le monde en y menaçant l'existence des êtres humains et même des démons et anges. Ces trois peuples s'unirent pour sceller ce dragon et divisèrent la clé le retenant en deux, une pour les anges et l'autre pour les démons. C'est donc 2000 ans plus tard que notre histoire débute avec Favaro, un perso disons loufoque, qui rencontre Amira, une semi-humaine, semi-démone, à l'origine du récent vol d'une des deux clés emprisonnant le Bahamut. Celui-ci, accompagné de Caesar, un ami de longue date, dirons-nous, vont être forcés d'accompagner Amira jusqu'à Helheim, où elle est censée y retrouver sa mère. Voilà pour un court synopsis de la première saison de Shingeki no Bahamut qui contient une seconde saison que l'on traitera dans une seconde partie. Et sur ce, rentrons ensemble dans un énième univers fantasy où humains, anges et démons coexistent. Pour commencer cette review, nous allons mentionner les aspects techniques de l'œuvre, les graphismes qui sont très bons avec une animation hyper fluide, ce qui rend les combats hyper sympas à regarder, surtout les combats avec des épées. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il y aura du spoil dans cette vidéo, mieux vaut tard que jamais. C'est par exemple le duel entre Caesar et Favaro dans le dernier épisode qui est magnifiquement chorégraphié et animé. L'animation des explosions est également très impressionnante, ce qui nous donne une impression de puissance des impacts qui est donc hyper bien retranscrite, ce qui colle parfaitement avec le Bahamut qui est censé être un dragon menaçant tout ce qui existe. La coloration n'est pas spécialement marquante mais n'est pas non plus mauvaise, et le plus gros point négatif de l'animation reste la gestion de la 3D, et comme j'ai déjà pu le dire avec d'autres animés, je préfère quand celle-ci est utilisée dans les décors pour profiter d'une caméra en 3D ou encore sur des véhicules ou armements pour les rendre plus réalistes. Cependant, ici, ce sont des personnages au centre de l'action qui vont être animés en 3D. Cela n'est pas aussi illogique sur les robots géants, même si cela gêne tout de même quand même je trouve au niveau de la rétine, mais le plus dérangeant reste les dragons qui sont normalement organiques et qui ne rejettent pas du tout cet aspect à cause de cette 3D. C'est dommage, mais cela n'est pas non plus rédhibitoire. Pour ce qui est des OST, elles sont plutôt sympas sans être particulièrement marquantes, sauf pour l'opening qui est lui vraiment génial et qui colle parfaitement à l'ambiance de l'anime. Hormis ça, passons maintenant aux personnages et ils sont malheureusement à l'origine de ma difficulté à m'investir dans cette série. En effet, j'ai eu beaucoup de difficultés à me reconnaître en différents personnages, ce qui rend l'attachement vers ceux-ci plus difficile. Entre Favaro, le perso en couleur et casse-cou prêt à tout pour gagner un max d'oseille où son seul objectif était de profiter des bonnes choses de la vie, Caesar, le chevalier qui n'arrive pas à tourner la page vis-à-vis de sa vengeance sur Favaro, ou encore Amira, la jeune femme / démon, qui est totalement ignorante vis-à-vis du monde dans lequel elle est arrivée. C'est à la limite cette dernière, totalement ignorante, pour laquelle nous pourrions le plus nous identifier, car nous aussi nous ignorons tout de ce monde. Cependant, son côté démon et surpuissant nous montre également que l'on ne connaît rien d'elle non plus. Leurs évolutions sont-elles plus intéressantes, et leurs relations vont également pas mal progresser, et c'est un bon point. Pour ce qui est du reste des personnages, il est difficile d'avoir un avis très positif à leur égard, car ils sont juste trop nombreux pour un animé de 12 épisodes seulement. Il n'y a donc pas de temps pour les développer. Il en reste donc anecdotique, sauf peut-être Rita, qui reste quand même sympa et qui trouvera, avec Jack Dark notamment, un meilleur traitement dans la seconde saison, mais on verra ça plus tard. Pour l'histoire, celle-ci reste assez simple et n'innove pas énormément, même si elle reste relativement cool à suivre. Son univers que l'on découvre au fur et à mesure des épisodes est encore une fois sympa sans être innovant, mais reste facile à comprendre, nous aidant donc à mieux nous y plonger. Il n'utilise pas des principes
complexe qui pourrait donc perdre les spectateurs. De plus, le nombre très limité de facilités scénaristiques rend cet univers plus crédible et donc meilleur à suivre à mon sens. L'immersion dans cet univers est d'autant plus appuyée par le côté vraiment épique des batailles et combats, surtout vers les derniers épisodes où l'on ressent bien la grandeur des batailles sans tomber dans l'excès non plus. Même si je viens de donner beaucoup de bons aspects, un gros point noir est venu se glisser dans le scénario et c'est ce qui m'a vraiment ennuyé, c'est que l'histoire peine réellement à décoller. Les enjeux sont exposés dès le début de l'œuvre mais ne progressent énormément et réellement que vers la fin, ce qui va donner l'impression de faire du surplace au début de l'œuvre avant de réellement progresser à la fin de l'histoire. Ceci couplé à mon désintérêt des personnages principaux, ce qui ne m'a donc pas permis de pleinement profiter de cet animé qui restera avec cette saison 1 une œuvre qui ne restera malheureusement pas gravée dans mes souvenirs. Recommençons sur les aspects techniques, mais cette fois-ci pour la seconde saison, qui est la suite directe de la précédente. Et donc pas de changement du côté du studio, c'est toujours Mappa à la baguette, il n'y a donc pas de grosses différences graphiques ici. Graphisme au top avec une animation fluide mais toujours avec cette 3D pour certains éléments. Les OST sont globalement pas marquantes mais elles font le taf pour l'épisode 10 où j'ai été agréablement surpris par certaines d'entre elles et j'ai trouvé justement que la bande sonore de l'épisode 10 était vraiment bonne. Pour ce qui est des personnages, ils sont plutôt sympas vu qu'on y retrouve les anciennes têtes connues, Favaro, Kaisar, Azazel, Jeanne, Rita et encore plein d'autres. Ceux-ci restent fidèles à eux-mêmes et il ne va sans doute que si vous les avez appréciés en saison 1, ils ne devraient pas vous déplaire ici. De plus, on retrouve ici un Favaro plus mature qui passe de sa jeunesse inconscience au poste de mentor après avoir été acteur de la bataille contre le Bahamut à la fin de la saison 1. Évidemment, cette saison apporte aussi de nouveaux personnages intéressants, surtout pour Nina qui est techniquement le perso principal. Avant de les détailler plus, j'ai besoin de faire un petit détour du côté de l'histoire. Et l'un des avantages est que cette saison peut se comprendre sans avoir vu la précédente, même si, dans ce cas, certains clins d'œil passeraient à la trappe. L'histoire a de bons côtés positifs et on y retrouve notamment les événements de la saison 1 qui nous ont raconté avec un côté plus mythologique, un quart passé depuis quelques années, ce qui vient enrichir l'univers. La dualité humain-démon est aussi très intéressante car trop peu exploitée en saison 1, tout en prenant un pari risqué et rare qui met cette fois-ci les humains comme méchants de l'histoire, avec des démons et des anges qui veulent se défaire de la domination des hommes. L'animé met donc Charios, le roi des humains, à l'origine de leur domination comme antagoniste principal de l'histoire. Cependant, toutes les révélations sur son réel plan se font à la toute fin de l'animé. Et ça c'est un gros point négatif. Ils auraient pu nous laisser de légers indices pour que l'on puisse théoriser et éviter de juste penser que c'est un gros con pendant tout l'animé et de se rendre compte qu'il avait un autre plan à la fin. Malgré son plan final, qui est à première vue pas si terrible, il ne reste que son plan est tout de même éclaté, il faut dire les termes. Son plan final n'excuse pas tous les actes horribles et gratuits qu'il a pu faire et il ne répond pas à toutes nos questions. Pourquoi entretenir un climat de tension entre les trois peuples? Pourquoi réduire en esclavage les autres peuples? Pourquoi ne pas dévoiler tes réelles intentions aux trois peuples? Car je présume que personne ne souhaite la survie du Bahamut, car les trois peuples ont déjà été touchés par ce dernier. Et surtout, l'incohérence qui me frappe tellement fort que j'ai eu l'impression de me faire foudroyer, pourquoi tout le monde oublie et pardonne ce chien à la toute fin? Sans parler de l'autre Nina de con qui le soutient depuis le début alors qu'elle est la mieux placée pour se rendre compte qu'il agit comme un fou furieux. Bref, on reparlera de cette relation entre les deux après, calmons-nous, pour revenir sur quelque chose de plus positif. Il y a pas mal de retournements de situation imprévisibles mais logiques, comme l'échec par exemple de la première tentative d'évasion de Jeanne et Nina par exemple, ce qui donne de la crédibilité au récit. Bref, l'animé commençait bien avec de très bons points et sujets abordés, pour finir de façon illogique par rapport à la morale avec notamment tous les actes impayés de Charios. Même si c'est le genre de personnage avec la mentalité du plus grand bien et qui est donc capable de faire subir de lourds sacrifices à tous les peuples pour le plus grand bien de la majorité. Mais le fait que ce chien vive sa vie tranquillement à la fin avec les personnes qui lui sont proches toutes saines et sauves de ses conneries, ça m'écoeure. Revenons cette fois-ci au personnage et avec Nina. Celle-ci a un point de vue très intéressant au début de l'animé. En effet, étant née à l'écart des humains et des mythes autour des dieux et des démons, cette dernière est la seule à avoir un regard extérieur vis-à-vis de la situation désastreuse de ce début de saison. Celle-ci ne comprend pas
et ne voit aucune différence entre les humains et démons, questionnant ainsi l'injustice de l'esclavage des démons. Ce point a donc renforcé mon incompréhension vis-à-vis de la romance, assez centrale en plus de ça dans l'œuvre, entre Nina et Charios. Je n'ai aucune difficulté à dire que c'est l'une des pires romances, si ce n'est la pire romance de tous les animés que j'ai pu voir. Avec la mentalité de Nina, je ne comprends pas comment celle-ci peut avoir de la tâche pour ce fou. Elle a même questionné pendant tout l'animé les choix de Charios en lui demandant d'arrêter ses conneries sans que jamais celui-ci ne prenne en compte ce qu'elle lui dit. Il reste le connard qu'il a été jusqu'à la fin et Nina s'en bat les couilles. La morale, même si un inconnu beau gosse fait de la merde, Go continue à le soutenir dans le caca qu'il fait, vu que visiblement ça fonctionne. Et oui, et je ne l'ai pas encore souligné, mais madame préfère faire foirer tous les plans et met toutes les personnes qui, pour le coup, tiennent réellement à elle, en danger à cause de sa putain de pseudo-romance à con là, de 2 semaines avec l'autre connard là. Je vous ai dit les gars que je détestais cette romance ou pas? Elle est même pire que, attention spoil gratuit de l'attaque des titans. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. De la romance entre Annie et Armin, c'est vous dire. Pour revenir sur les autres personnages, Rita est encore très bien exploitée comme dans la saison 1 et m'a même fait un peu de la peine lorsqu'elle perd Caesar. D'ailleurs, romance qui aurait été 100 fois plus crédible et sympa que les 2 autres connards dont j'ai parlé. D'ailleurs, je croyais avoir compris la relation entre Caesar et Favaro en saison 1, mais il semblerait que je me sois trompé au vu de la réaction de Favaro à la mort de Caesar. Pour finir sur une note positive, l'histoire de Jeanne est touchante et triste avec un personnage qui garde toujours la même philosophie tout le long de l'animé. Ce qui permet de montrer encore une fois un peu plus l'évolution désastreuse des humains précédemment faibles devenir les tortionnaires lors de cette seconde saison, et ce qui fait pour moi de Jeanne l'un des meilleurs personnages de cette seconde saison. Ces 2 saisons sont frustrantes et de façon contraire en plus, c'est ça qui est encore plus frustrant. La première saison peine à démarrer pour imposer des enjeux intéressants que sur les derniers épisodes, alors que la seconde saison partait sur de très bonnes bases avant de se casser la gueule à la fin. De ce fait, difficile pour moi de garder un excellent souvenir de Shingeki no Bahamut qui restera pour moi malheureusement un animé lambda qui aurait pu être tellement mieux exploité, mais des choix un peu désastreux au niveau de l'évolution des personnages en saison 2 a quasiment cassé l'amour que j'avais pu commencer à entretenir avec le début de saison 2 et ça c'est vraiment dommage.